aujourd'hui, nous testons la Mazda 6e. Est-elle capable de surpasser la Tesla Model 3 sur la route? Est-elle un digne successeur de la Mazda 6? Peut-elle même rivaliser avec une Mercedes CLA d'entrée de gamme dans sa version entièrement électrique? Découvrons-le avec Thomas sur AutoGFUL en 4K, plein écran et en intégralité. On y va avec la nouvelle Mazda 6e et vous voyez ici la calandre fermée typique des véhicules électriques. Et on peut voir quand il fait un peu plus sombre que ceci est également éclairé par exemple sous les feux de jour, une intégration vraiment fine. Ici c'est le projecteur principal et nous avons une couleur gris aéro très intéressante aujourd'hui. Je trouve ça charmant, c'est pourquoi j'ai assorti ma tenue. Nous avons aussi un véhicule en cuivre fondu. Ça a l'air vraiment sympa aussi. La dernière fois au studio, on avait également le fameux cristal rouge typique de Mazda. Avec ses 4,82 mètres, soit 194 pouces, il dépasse largement la Model 3 et se place plutôt en concurrence avec la Tesla Model S. Mais à la fin, nous allons parler du prix. Je peux déjà vous dire que pour l'instant, il sera proposé à un prix très attractif. Donc, le rapport qualité-prix est le point fort ici de la Mazda 6e et de l'extérieur, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et cette combinaison d'un design extérieur élégant avec un prix d'entrée accessible pourrait réellement inciter les gens à se décider pour son achat. Voyons si ça fonctionne bien et comment il se comporte sur la route. Les jantes de 19 pouces sont de série, avec un design plus aérodynamique. Ensuite, nous avons quelques accents noirs, par exemple ici et ici sur les rétroviseurs latéraux. Les cadres, en revanche, sont en chrome dans la partie inférieure, s'étirant ici, vraiment très allongé. C'est bien sûr également bénéfique pour l'aérodynamisme. Cet aileron arrière ici, vous pouvez aussi le rétracter et l'extraire. Cependant, Mazda dit que cela ne fait pas la plus grande différence et ce n'est pas non plus obligatoire à haute vitesse de l'utiliser. Il peut également rester baissé tout le temps. La vitesse maximale est de 175 km à l'heure ou 110 miles à l'heure. À l'arrière, ici, les feux traversent tout l'arrière. C'est intéressant que les clignotants soient ronds ici dans cette intégration. Ça semble vraiment plutôt élégant, oui, c'est certain, et cette voiture restera en propulsion arrière, du moins pour l'instant, c'est sûr. Et vous aurez soit 7,8 secondes, soit 7,6 secondes dans le chiffre d'accélération pour la petite et la plus grande batterie. Ici, la petite batterie est en fait plus rapide en accélération, mais pas seulement en accélération, mais aussi en charge. Le port de charge se trouve ici du côté opposé. Et maintenant, ça devient vraiment très intéressant car la petite batterie est une LFP de 69 kWh et se chargera en 24 minutes de 10 à 80% de charge. C'est plutôt rapide en effet. Le port de charge est ici manuel, juste en CA et CC. En CA, c'est 11 kW et la batterie plus grande est de Chimie NMC 80 kWh et se charge en 47 minutes de 10 à 80% de charge. Et honnêtement, il n'y a pas un énorme surcoût pour la grande batterie, elle n'est pas non plus vraiment beaucoup plus grosse, mais ce temps de charge vraiment lent rend la plus grande batterie. Un choix premier en gros. Donc tout le monde optera naturellement pour celle-ci ici, la batterie LFP qui est également intégrée dans ce véhicule. Nous allons également effectuer un test d'efficacité de conduite sur l'autoroute allemande pour mesurer l'autonomie réelle en conditions réelles. Voyons voir le coffre avant. Ici, on déverrouille de l'intérieur, puis il faut faire le deuxième déverrouillage, ici. Et voilà. Et il a en fait une taille raisonnable ici. Pas seulement pour un câble de recharge, mais on pourrait même y mettre des bagages et même, oh, comme une petite valise en dessous. C'est un nouveau porte-clés très intéressant. Mis à part la gravure en lettres maîtresses, il est transparent et voici la structure. Vraiment sympa. Et il y a aussi un alerte de klaxon. Vous pouvez embêter les gens qui se rapprochent de votre voiture. Alors, l'ouverture ici avec les poignées de porte qui viennent vers vous. Je ne suis pas un grand fan de ces poignées de porte encastrées, honnêtement, mais elles donnent quand même un retour manuel. Et le bruit de fermeture de la porte est en fait assez solide. Je pense qu'ils ont vraiment amélioré ça par rapport au premier modèle présenté en studio. Et bien que ce soit une porte sans cadre, c'est vraiment pas mal. Ensuite, à l'intérieur des portes ici, c'est une structure douce. Simili-cuir très agréable, ici on trouve de la microfibre et là un cache d'enceinte dans un ton marron. La finition Takumi Plus est systématiquement marron, cependant des alternatives similaires sont disponibles pour les poignées de fenêtre.
En ce qui concerne la Mercedes CLA, on doit en parler, et le plastique dur à l'intérieur des portes. Et maintenant arrive un aspect très intéressant car une des autres grandes questions est: est-ce que celui-ci est un vrai Mazda? Parce que la I'm here. voiture dit «Je suis là», eh bien la voiture me répond Go ahead. directement. I'm listening. Allez-y, j'écoute, dit-elle. Donc mon point était que ceci est construit dans une coentreprise. Peut-être que c'est dû à ça. Ça continue à m'interrompre à chaque fois que je dis un truc et je ne suis même pas monté dans la voiture. C'est bizarre comme système d'assistance vocale. On va le tester après. Allons-y avec le nouveau volant. Design à branches ouvertes dans la partie inférieure. Et ensuite, nous avons ici les boutons. Par exemple, là, j'ai mis comme un bouton favori pour rétracter le spoiler. Parfait pour épater les amis. Le bouton 360 pour la vue caméra, par exemple. Donc, quelques boutons à actionner. Ici, la colonne des niveaux gauche et droite. Tu t'en souviens peut-être des Mercedes des années 2000. Plus de détails là-dessus. Et puis ici, les sièges. Ce sont les sièges Takumi Plus. Avec un peu de microfibre ici, ainsi qu'un joli motif matelassé. Il y a un mélange, certaines parties en simili-cuir et un peu de cuir animal, ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Seul ce marron est disponible. Du coup, je pense que la plupart des gens opteront pour la finition Takumi, qui propose un simili-cuir haut de gamme, disponible en clair ou en foncé, avec perforation aussi. Les deux finitions incluent aussi la ventilation des sièges avant, donc c'est vraiment sympa. C'est pourquoi je resterai avec la finition de base. Les sièges, selon moi, procurent un confort vraiment supérieur, mais ils ne sont pas désagréables. Et l'espace pour la tête ici, c'est un point. Je fais 1,89 m et il y a assez d'espace, mais pas trop non plus. Je peux également ouvrir ce toit, mais il n'y a pas de bouton ici pour ça. Je suis donc obligé de passer par le menu afin de pouvoir activer l'ouverture du toit et ensuite... Là, c'était fait. Côté effleuré par soleil. Et voilà, c'est bon. Et puis, nous avons ce toit en verre divisé. Cette finition Takumi Plus dispose de celle-ci avec le toit. Le seul vrai inconvénient de la finition de base, c'est qu'elle n'a pas ce toit électrique. Vous avez un toit vitré qui traverse, mais ensuite vous n'avez pas cette barre au milieu, ce qui est à nouveau un avantage. Comme sur le Tesla Model 3, vous pouvez choisir une toile fixe à poser manuellement une fois. Je ferai comme ça et je la laisserai en place. C'est exactement comme ça que je m'y prendrai. Ouais, c'est clair. Volant, commande manuelle, dedans, dehors, haut et bas. Il ne s'étend pas trop loin. Je souhaiterais qu'il s'approche un peu plus vers moi. Les instruments numériques sont parfaitement bien intégrés. C'est aussi doux ici sur la partie supérieure du tableau de bord et ainsi de suite. La boîte d'affichage tête haute est également là et vous n'avez pas à ajouter d'options. C'est pourquoi je pense c'est l'aspect le plus attrayant de cette voiture. Même si vous optez pour la finition de base et n'ajoutez rien, vous êtes déjà pratiquement bien équipé. Bienvenue dans l'habitacle. Pour les grandes personnes, c'est surtout la hauteur de plafond qui pose souci. Cependant, quand vous voyez où se termine le pare-brise en haut et où se situe exactement mon front, ouais, ça passe encore sans trop de problèmes. Mais les grands n'étaient pas le groupe cible principal. Et par exemple, quand je baisse la visière, le pare-soleil se positionne en face de mes yeux. Genre, c'est comme ça, vous voyez? C'est pire dans la NIO E5, par exemple. C'était la pire voiture sur ce point-là. Et c'est encore passable. On ne peut pas l'étendre ici, mais tu vois, je me cognerais la tête avec ça. Oui, mais je pense que ça va encore si tu ne mets pas ton dos trop loin en arrière et si tu n'es pas plus grand que moi, en fait. Je pense que l'intégration de la lumière ici, ça a l'air plutôt chic, tu vois. Donc ça donne vraiment un côté haut de gamme. Aussi ici, le rétroviseur arrière est sans cadre et là, qualité de construction générale est vraiment assez impressionnante sur ce véhicule. Aussi ici, par exemple, la console centrale est plus douce pour votre coude et puis vous avez ce joli bouton ici. Ça a l'air plutôt cool. Et le truc, c'est que le même bouton ici, vous l'avez aussi de mon côté. Alors je peux appuyer ici et waouh! Avec ça, tu peux frapper quelqu'un. Et puis ça, oh, il y a encore ce protège-volant. On pourrait facilement faire une petite vidéo de déballage et on dirait qu'on pourrait aussi l'utiliser comme une charlotte de douche ou quelque chose dans ce genre-là.
Eh bien, en dessous, il y a pas mal d'espace, donc ça a du sens. Oh, c'est comme un support pour je ne sais pas. Je ne suis vraiment pas sûr de ce que c'est. Peut-être des cartes ou quelque chose du genre. Ici, ça semble vraiment très haut de gamme grâce à l'éclairage intégré. Porte-gobelet ajustable, design 3 points, espace smartphone généreux. À gauche, charge inductive avec système de refroidissement. Intéressant. Ces évandaires ici peuvent être contrôlés manuellement et un joli microfibre ici. Je suppose que ce serait donc aussi le simili-cuir dans le niveau de finition de base. Ici, le tableau de bord également se présente avec sa surface structurée. Tout paraît vraiment bien construit. Il est différent des autres Mazda. Et l'une des principales raisons est que jusqu'à présent, nous félicitions Mazda pour avoir de vrais boutons partout. Désormais, l'unité climatique est intégrée à l'écran, avec des commandes par glissement ou par pression. Vous avez nettement moins de boutons physiques. Oh, l'unité climatique est un peu bruyante. Et là, cet écran de 14,6 pouces, presque 15, domine vraiment l'intérieur. Et aussi ce logiciel ici, puisque c'est ici une coentreprise. Le logiciel est complètement différent. Le matériel est rapide. Son processeur est puissant avec un système d'infodivertissement réactif et complet, plus à venir. Mais c'est vraiment différent de tous les autres Mazda avant. Et ici, la boîte à gants, elle aussi, s'ouvre avec une douceur parfaitement amortie. C'est bien en fait, ce que tu vois, ce que tu ressens est vraiment soigné, plutôt décent et d'une qualité très appréciable et agréable. En dessous, il y a plus d'espace et ici, on a la charge USB-C et USB-A, donc les deux sont possibles. Et qui se souvient de ceux-là, ce commodo pour la marche avant, marche arrière, le neutre, etc. Oui, la Tesla Model S les a repris des modèles Mercedes, donc ils sont vraiment anciens, mais je veux dire qu'il est toujours aussi pratique et facile à utiliser. Le point de vue conducteur ici, encore une fois, avec ses boutons, comme pour la caméra 360 que vous pouvez voir, est aussi d'une très bonne qualité d'image, par exemple. Et ici, vous pouvez aussi augmenter ou diminuer le volume, par exemple. Et puis, les modes d'affichage des instruments ne peuvent pas être changés beaucoup, ils sont du côté droit. Donc, les options pour changer sont limitées, mais elles sont très bien visibles. Et sur le côté, il y a une inscription Mazda intégrée, c'est sympa. Ensuite, l'affichage tête haute, je l'ai réglé en mode neige, donc en bleu. Vous pouvez le voir bien mieux. L'unité principale d'infodivertissement ici est légèrement inclinée, vous remarquez? Et le truc, c'est que c'est vraiment un système très rapide. Par exemple, quand vous contrôlez tout ici, c'est l'écran d'accueil également ici. Je peux faire tourner ce rendu 3D de la voiture. C'est rapide, c'est réactif et le menu principal est, disons, similaire à Tesla ici avec tous ces systèmes. Les véhicules chinois ont entièrement adopté cette logique de base et tu peux configurer énormément de choses directement dans ce système d'infodivertissement. Apple CarPlay et Android Auto sont d'ailleurs bien mieux intégrés ici que chez Tesla. Regarde ça, c'est une intégration massive d'Apple CarPlay et je me demande comment ils ont réussi. Les fabricants nous expliquent souvent qu'Apple CarPlay est un peu plus lent que le système principal et qu'Apple leur impose des bordures larges pour respecter leurs normes, mais ici, ils ont trouvé un moyen de contourner ça d'une certaine manière. Ils ont trouvé la solution avec ces 4 commandes ici, juste là. Et pour le climat, c'est simplement tactile, c'est rapide en tout cas, mais on adore que Mazda nous offre de vrais boutons physiques, ce qui rend l'utilisation plus intuitive. Il y a aussi une fonction de gestuelle. Là, la radio est en marche et maintenant, Léa va te montrer. Quand tu fais ce geste, la musique ou la radio s'arrête immédiatement. Et si tu refais ce geste, la radio reprend aussitôt. Ouais, c'est vraiment pratique. Configure-le dans l'infodivertissement. Enregistre les gestes une fois, puis utilise le contrôle gestuel. Ça rappelle BMW, mais qui s'en sert? Les sièges arrière, intrigants. Ici, dans les portes, structure agréable et douce. Le microfibre est de qualité. Dossier rigide à l'intérieur des portes. Le véhicule utilise un système Sony au fait. C'est vrai que c'est rare. Et puis les sièges arrière, même matériaux, aussi ici isofix sur les côtés extérieurs. Ces clips ne se replient pas, on les retire simplement. Ensuite, on rabat cette partie ici. Il n'y a pas de... Il devrait proposer, vous savez, une petite pièce jointe pour pouvoir sortir ça facilement. Le porte-gobelet est un peu adaptable également. Et l'inclinaison du siège reste fixe. C'est juste pliable ou non.
Et ouais, c'est tout, en gros. Ici, dans la console centrale, c'est intéressant. Vous avez ici cette fonction à distance qui vous permet de reculer le siège avant, à l'avant. C'est ce qu'on appelle la fonction chauffeur. Et ici, vous avez un accès direct à la visière pare-soleil située au-dessus. Et vous le fermez à la fois à l'arrière et à l'avant. Et je vois bien les enfants jouer avec ça. Est-ce que c'est désactivable? There's a child safety thing in the front. C'est une To bonne lock, question. to lock it, C'est yeah. une bonne question. Laissez-moi vérifier ça. Mais Cool. je n'en suis pas sûr. C'est peut-être quelque part dans le manuel, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Mais ouais, si quelqu'un a des enfants et a acheté ce véhicule, partagez-nous dans les commentaires comment ça s'est finalement passé. Le plancher est vraiment bien plat grâce à la plateforme EV, c'est un vrai plus, mais on garde toujours ce problème avec les roues électriques. C'est la même chose que dans la Mercedes CLA récemment aussi, avec cette construction en sandwich, le plancher est plus haut et du coup les genoux se retrouvent assez élevés par rapport aux hanches. Pas idéal pour les grands, cependant la longueur du véhicule offre énormément de place pour les jambes. C'est vraiment cool, non? Il y a énormément d'espace pour les jambes, c'est super pratique et en plus, la qualité de fabrication à l'arrière des sièges est vraiment très bien réalisée. L'espace pour la tête n'est vraiment pas adapté aux personnes de grande taille. Ça fonctionne parce que le toit panoramique ici remonte légèrement. Ouais, sur le côté, il se rapproche un peu plus à nouveau, c'est bien le cas. C'est encore tout à fait correct pour quelqu'un de ma taille, mais en réalité, l'objectif n'est pas d'accueillir les grands. Par contre, il est clair que la Mercedes CLA offre plus d'espace. C'est aussi un véhicule plus long, mais en termes d'espace pour la tête, ouais, je pense que c'est toujours correct pour ainsi dire. Mais il existe bien sûr d'autres options. L'aérodynamique reste essentielle pour ce véhicule, expliquant cette ligne de toit basse. Le coffre propose une capacité de 470 litres. Un tout petit bouton ici, il faut appuyer directement dessus. Côté plus, l'ouverture rapide du coffre lui confère une grande flexibilité pratique. Vous pouvez mieux voir ça quand j'enlève ce cache ici. Et voilà, parfois il faut utiliser la force pour l'enlever. Et voilà, très facile d'accès ici, ce n'est pas trop haut en dessous du cache. Celui-ci s'adapte parfaitement, prenons les mesures. Ici, la largeur est de 40 pouces. La longueur normale fait aussi environ 40 pouces et la hauteur ici est d'environ 25 pouces ou 65 cm environ. Et il faut plier les sièges quand vous faites le tour. Et la longueur totale ici est de 74 pouces ou presque 1,90 m. Donc là, vous voyez en fait la longueur du véhicule. Il n'y a pratiquement plus d'espace en dessous ici, et ici en fait. Je veux dire, la qualité de construction, voyons s'ils l'améliorent avec le temps. Mais on a constaté avec quelques modèles qu'ils y ont peu prêté attention. Là, c'est un peu bancal. Pour replier le siège, tu peux aussi le faire d'ici. Mais ce bouton que tu dois appuyer là-dedans, c'est vraiment pas agréable. Et tu peux te gratter un peu le doigt là. Pas la meilleure solution. Ouais, fais gaffe quand tu fais ça. Et voici comment ça se présente. Mais c'est très utilisable. Mode sport. Voilà, c'était de 60 à 130 km/h. Je veux dire, ce n'est pas le véhicule électrique le plus performant, mais dans la plupart des cas, il sera suffisant. Et ici, à 140 km/h, on peut constater immédiatement que ce n'est pas trop bruyant ici. Je suis sûr que c'est plutôt bien. Et la suspension avec des roues de 19 pouces ici est plutôt rigide, je dirais. Sur certaines parties inégales de la route, on les ressent assez distinctement, je dirais. Ouais, on va aussi le comparer bientôt en conduite urbaine, mais c'est plutôt rugueux en effet côté suspension. Qu'en penses-tu, Léa? Ouais, les petites bosses, on les ressent. Ouais, en effet, en effet. Donc, on est en Allemagne aujourd'hui pour le tester vraiment à vitesse maximale. Voyons si on peut atteindre la vitesse de pointe 175 km/h et la vitesse de pointe officielle. Et ouais, ça prend du temps pour l'atteindre, mais ne pensez pas que c'est trop bruyant à haute vitesse. C'est en fait assez cool. Ouais, c'est juste que côté suspension, ça semble un peu étrange.
Maintenant 178 km à l'heure, la vitesse maximale. Voyons quand je change de voie, c'est ok je dirais. Pas très rassurant, on sent que la voiture est assez haute. Freinage actionné, on utilise aussi les freins arrière, pas uniquement la récupération. Dans d'autres situations, c'est différent. La récupération suffit, les freins arrière s'activent uniquement si tu tapes très fort. Un peu. De grince Oh ici yeah, en yeah, posant ton yeah. coude. Dessus, ça se ressent. Quand tu es en dessous de 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure, alors tu ne le sens pas autant, ce genre de sensation. Mais on peut dire que ça ne ressemble pas vraiment à une Mazda au niveau de la conduite. Et là, on sent clairement que c'est ici un joint venture et pas nécessairement un modèle spécifiquement Mazda. De l'extérieur, oui, et pour le design intérieur, clairement oui, mais en termes de conduite, ça ne roule pas comme une Mazda, tu vois. La suspension pourrait en effet être plus confortable. Pour la direction, elle est un peu imprécise, je dirais. Ce n'est pas qu'il y ait une zone morte, mais il manque clairement une réelle sensation de précision. Je peux également basculer entre différents modes ici. Nous sommes en mode sport, déjà plus rigide. Je peux aussi passer en mode individuel avec la direction en mode sport. Et je le recommanderais parce que c'est déjà, même en mode sport, plutôt agréable à conduire. Un réglage plutôt doux, vous voyez. J'ai mis la récupération d'énergie sur faible. Quand je lève le pied, c'est vraiment léger, mais je pourrais aussi le mettre sur élevé. Et puis j'ai une forte récupération. Et quelque chose entre les deux est aussi possible. Donc tu peux le régler, mais tu ne peux le régler que lorsque tu es en mode individuel. Donc quand tu es en mode normal ou en mode puissance, c'est essentiellement un pré-réglage fixe du véhicule lui-même. Un autre changement de voie ici. Parfois, le changement de voie est comme ça. En sortant de la voie. Il mentionne que celui-ci intervient parfois un peu trop souvent, à mon avis personnel. Bien sûr, vous pouvez désactiver beaucoup de paramètres de ce véhicule. Mais vous devez le faire à chaque fois que vous démarrez le véhicule. Dans les paramètres de conduite intelligente, vous pouvez désactiver l'avertisseur de vitesse et le dépassement de limite. Ils envisagent de le configurer ici sur un bouton favori afin de vous offrir cette possibilité. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Et aussi peut-être que vous entendez ce petit bip, bip, bip de temps en temps. C'est un avertissement que je regarde ailleurs que la route et c'est aussi très très sensible. Vous voyez et ressentez donc des choses que nous avons souvent observées avec les véhicules chinois où tous les systèmes d'aide à la conduite sont extrêmement vigilants et font vraiment trop attention. À notre goût, parfois même excessivement, pour ainsi dire. Surtout quand vous changez de voie, si souvent que l'assistant de maintien de voie intervient excessivement, ce qui devient vraiment trop intrusif à mon goût. Sur l'autoroute, c'est vraiment très calme et silencieux. Il a en quelque sorte un soutien lombaire intégré, même si vous avez le soutien lombaire au maximum. Tu vois ce que je dis? Il est vraiment solide dès la base du véhicule. On peut encore changer le mode de conduite ici. Le volant peut repasser en mode sport. Sur mon accélération, disons de 60 à 100 ici, donc de 60 à 100, je dirais que les performances sont suffisantes, mais il y a définitivement des véhicules comparables qui ont de meilleures performances à cet égard. Nous ne pouvons pas changer la suspension avec le réglage de conduite ou quelque chose comme ça, donc elle reste toujours au même niveau, je dois vraiment dire ça. Oui, on ressent aussi des vibrations dans le volant. Tu sais, quand je le fais, tu sens ça quand tu... Yeah, yeah. Ouais, I feel it. ouais, Yeah. donc, Yeah. Yeah. je le ressens dans mes os. Ouais, c'est vraiment ça, donc. Je veux dire, même après l'avoir conduit pendant quelques minutes, je dois vraiment dire qu'il est magnifique à l'extérieur. Le prix et le rapport qualité-prix sont exceptionnels. La qualité de fabrication de l'intérieur est superbe. Mais bon, je veux dire, c'est le premier défaut que nous avons repéré, vraiment mal construit ici. Je regardais droit devant et je commence déjà à râler, c'est flagrant. Il faut désactiver beaucoup de choses ici pour rendre ta conduite plus confortable. Je pense que le point le plus faible de cette voiture, c'est la conduite. Elle n'a vraiment rien de spécial. La suspension n'est pas si confortable et elle ne donne pas cette sensation de maîtrise de la conduite.
Donc, pour moi, Mazda, c'est toujours l'une des références de conduite fantastique, vous savez, et même si certains éléments n'étaient peut-être pas si spéciaux, c'était toujours tellement amusant de conduire une Mazda. Et encore une fois, l'assistant Oh, but right, vocal yeah. intervient, l'assistant vocal qui se déclenche en prononçant le nom de la marque. Vous savez, aussi quand vous prenez un virage ici, vous ne sentez pas que le véhicule est connecté, en fait, il manque vraiment cette sensation de précision et de réactivité. C'était toujours l'argument marketing de Mazda, la connexion entre le conducteur, la voiture et la route. C'est ce qu'ils appellent Jinba Itai. Et cela est absent dans ce véhicule. Et oui, c'est un problème. Je veux dire, certains s'en moqueront peut-être si vous n'êtes pas un acheteur axé sur la conduite ou quelque chose comme ça. Si vous l'êtes, prenez-en simplement note. Ici, la route est un peu irrégulière. Vous ne pouvez pas vraiment choisir des roues plus petites. Vous restez sur des jantes de 19 pouces, ce qui est généralement bien. Nous approchons maintenant du feu de signalisation. Oui, le freinage fonctionne plutôt bien ici. Tu peux le doser, le feu passe au vert. Voyons comment ça se gère en ville. C'est comme un rail. Tu vois comment elle sort des virages. C'est amusant. Et comme dit, l'isolation sonore, c'est très silencieux. C'est une bonne conduite à cet égard, et aussi quand on roulait vite sur l'autoroute, aucun problème. Mais ce qu'on ressent le plus, c'est que la suspension et la direction sont un peu décalées, ce qui est peut-être quelque chose qu'ils peuvent affiner de temps en temps. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on traverse la ville, et là ça a du sens, vous savez, les véhicules construits en Chine sont conçus pour le trafic chinois, des vitesses plus basses, surtout en ville, et il n'y a pas d'autoroute à grande vitesse et ainsi de suite. Et c'est ce que cette voiture fait également bien ici en ville, fluide, silencieuse, électrique. Les passagers arrière ont assez d'espace pour les jambes et tout est bien pensé pour ce type de trajet. Ce n'est pas comme les constructeurs allemands qui développent des voitures qui roulent bien à 150 km à l'heure sur l'autoroute. Et les lacunes de ce véhicule, on les ressent plutôt sur l'autobahn, sur l'autoroute, surtout sur l'autoroute allemande, mais en ville, plutôt pas. Là, on a plutôt l'impression d'être dans une berline de luxe, vous voyez. Tout semble bien, tout est agréable, vous savez. Ce grincement, il faudra voir si ça continue ou si les véhicules produits plus tard ne l'auront pas. Je vous tiendrai au courant de ça. Mais en ville, c'est surtout l'effet, ouais, vous avez une propulsion, vous avez un véhicule électrique et vous pouvez aussi bien sortir des virages silencieux et fluides, et aussi les lacunes de la suspension et du châssis, on ne les ressent pas tant que ça. C'est vraiment plus on accélère, plus on ressent la différence entre celui-ci et les concurrents, vous savez, comme un BMW i4 basique, une Mercedes CLA d'entrée de gamme et ainsi de suite, quelque chose dans ce genre. Et la Model 3, c'est bien sûr un point très intéressant à prendre en compte. En effet, plus vous poussez, plus les écarts se révèlent clairement. La Model 3 est aussi très ferme en suspension, oui, mais elle reste très sportive, ce qui permet de bénéficier d'une bien meilleure sensation de contrôle et de dynamisme sur la route. La Model 3 conduit-elle mieux? Je dirais que oui. Enfin, celle-ci-là. Avez-vous entendu la voiture se plaindre de mon verdict? Donc, est-ce que la Model 3 se conduit, elle, You mieux? don't have that vibration thing. Celle-ci, Yeah. ouais. Les vibrations, ouais. It's sporty and it drives sporty. Ouais, That's it. la Yeah. Model 3 est vraiment sportive, c'est Yeah. évident. Donc ouais, mais pour tout le reste, tout est parfait. Celui-ci a ses atouts comme son design extérieur, son espace intérieur généreux, une longueur supérieure à la Model 3 et ses équipements sympas à bord. Mais en termes de conduite, il est vraiment difficile de trouver des avantages par rapport aux concurrents. Mais comme je l'ai déjà mentionné, si vous conduisez principalement en ville plutôt qu'à des vitesses élevées, vous ne le ressentirez pas autant. Et bientôt, je vais parler des prix et vous pourriez vous demander comment peuvent-ils proposer celui-ci à ce prix-là? En effet, c'est une co-entreprise avec Chang'an, un fabricant chinois renommé. Fabriqué en Chine, ce modèle reste étonnamment très abordable, même avec la taxe européenne de 21% appliquée aux véhicules électriques.
En Chine, les coûts de main-d'œuvre et d'énergie sont réduits et la fabrication des VE bénéficie de subventions et ainsi ils peuvent le proposer à ce prix. C'est assez incroyable qu'ils puissent l'offrir à ce tarif qui diminue en ce moment. Bien qu'il y ait cette, vous savez, taxe spéciale en plus, maintenant, pour ce qui est du prix, ça commence à 45 000 €. Une vraie bonne affaire, cette option. Petite batterie, mais rien d'autre à ajouter en plus. Vous pourriez ajouter la batterie plus grande pour 1 500 €. Une petite différence, mais elle charge trop lentement. Pour 2 000 € de plus, vous pouvez opter pour cette finition supérieure. Ce n'est pas vraiment recommandé car les sièges en simili-cuir perforé de la version de base font très bien l'affaire. Donc vous pouvez vraiment prendre celui-ci pour 45 000 € et c'est tout. Et avec ce superbe design extérieur, cela pourrait vraiment séduire beaucoup de clients et devenir un concurrent sérieux pour la Model 3. Et peut-être aussi faire concurrence au modèle d'entrée de gamme de la Mercedes CLA qui se positionne à peu près dans cette même tranche de prix. Prix en réalité. Très intéressant. Et bien sûr, vous avez une voiture plus longue pour ça. Aujourd'hui, des conditions parfaites pour les véhicules électriques avec environ 20 degrés Celsius, soit 70 degrés Fahrenheit. Nous avons circulé sur l'autoroute à environ 110-120 km à l'heure, quelque chose comme ça. Nous roulions à environ 70 miles par heure avec un peu de ville. Au final, nous avons atteint 16 kWh au 100 km. Il y a des concurrents meilleurs, mais aussi de moins bons. Avec une petite batterie, on obtient environ 430 km d'autonomie réelle, soit 270 miles. Et je veux dire, il y en a de meilleurs. Par ailleurs, il y en a aussi avec une plus grosse batterie. Mais en repensant au rapport qualité-prix, c'est quand même un résultat plutôt honorable. L'extérieur est vraiment assez cool. L'intérieur, son look et sa sensation sont très agréables. Côté espace et longueur, c'est plutôt bien, avec un coffre fastback pratique et accessible. Mais en conduite, il ne tient pas vraiment ses promesses, surtout sur autoroute à des vitesses élevées. En ville, ça passe sans problème et la propulsion électrique reste agréable. Cependant, le test sur l'autobahn montre qu'à ce prix, on n'a pas tout. C'est à considérer. Allez voir les concurrents pour une meilleure comparaison.